Bonjour à tous et tous. Monsieur le maire de Mans, merci pour votre accueil. Mesdames et messieurs les élus, effectivement, je suis très content d'être parmi vous aujourd'hui pour vous présenter les résultats d'une étude exclusive qui a été commandée par l'association des maires et des collectivités locales de Lozère, s'agissant du regard des Lozériens sur la politique de santé, la politique dans l'Hexagone et celle du département. Donc toute une série d'objectifs pour essayer d'arriver à un état des lieux sur la santé ici en Lozère. Quel regard sur la politique de santé ici en Lozère? Quid également du rapport personnel. La santé, c'est une politique, mais c'est aussi des comportements personnels. Est-ce qu'on a déjà renoncé à des soins? Quel regard on a sur toute une série de dispositifs de santé? Et puis justement, l'évaluation de ces différents dispositifs de santé mis en place. C'est la question qu'on s'est posée un peu en fil rouge. C'est est-ce qu'il y a une exception lozérienne? Est-ce que la Lozère est comme dans les autres départements hexagonaux, un territoire où la question de santé est prégnante, où elle suscite une inquiétude, où elle pose problème, ou est-ce qu'on est sur des éléments de différenciation de la Lozère? Alors je vais regarder, on va regarder ensemble les principaux renseignements, mais qui dit sondage? Alors, je suis directeur général de l'IFOP. L'IFOP, c'est le plus ancien institut de sondage français, créé en 1938. Alors qui dit sondage dit méthodologie, donc c'est une enquête entre guillemets scientifique, dans le sens où ce n'est pas une consultation où tout le monde pouvait répondre comme il le voulait, c'est une enquête par sondage avec la méthode des quotas. On a construit grâce aux données INSEE une mini-Lozère en termes de sexe, d'âge, de profession, d'arrondissement, celui de Mans, celui de Florac, et de catégories d'agglomération, bien sûr, les territoires ruraux, les territoires semi-ruraux ou périurbains, les grandes villes de Lozère ont été représentées à leur poids. L'enquête a été faite au début des vacances, enfin au tout début, c'est-à-dire du 3 au 8 juillet dernier. Donc, avant de commencer mon propos, je vais vous montrer une donnée nationale, c'est bien, qui montre à quel point on est dans un contexte très spécifique sur la santé. C'est une enquête que l'IFOP réalise depuis une vingtaine d'années à chaque rentrée pour Fiducial, LCI et Sud Radio sur les enjeux prioritaires. Et c'est vrai que quand on entend les médias, quand on voit les chaînes info, on pense que c'est la sécurité, on pense que c'est l'immigration, il y a la question du pouvoir d'achat. On ne parle pas toujours de santé, et regardez ce qui arrive en tête, ce qui est tout à fait prioritaire pour 83% des Français, donc avec un score pareil, c'est dans toutes les catégories que cela se retrouve, la santé. Et la santé, je vous dis que cette enquête était faite depuis maintenant une vingtaine d'années, est en tête pour la 5e année consécutive. J'insiste, ça veut dire que c'est depuis 2019. 2019, c'est avant le Covid. On a tendance à dire oui, la santé c'est important parce qu'il y a eu cette pandémie absolument incroyable. La santé est en tête depuis 2019. Qu'est-ce qui se passait? Je pense que vous vous en souvenez, en 2019, il y avait l'inquiétude très forte sur l'hôpital, les grèves dans les services d'urgence. Je ne sais pas si vous avez été concerné en Lozère, j'imagine que oui. Il y avait cette question de l'accès aux soins, la question de la renonciation à des soins. Et c'est vrai que la santé aujourd'hui, c'est la préoccupation numéro 1. Alors elle est moins spectaculaire et impactante que la numéro 2 et la numéro 3, l'inflation, la hausse des prix, le relèvement des salaires, le pouvoir d'achat. Entre parenthèses, vous voyez, le chômage a disparu, s'est évaporé des préoccupations des Français. Voilà, je ferme la parenthèse, mais ça montre à quel point cette enquête, nos amis de l'association des maires ont eu le nez creux dans le sens où c'est un sujet pour les Français, et je n'imagine pas que chez les Lozériens, ce ne soit pas un vrai sujet. Pour vous montrer que c'est un sujet général, les 5 premiers enjeux dont je vous ai parlé, quand on les croise, on parlera seulement politique maintenant, après on arrête. Selon la proximité partisane, vous voyez qu'il n'y a quasiment pas de différence. Aussi bien quand on est sympathisant de gauche, plus de 80%, Écolo 93, LR 75, RN 80, voilà, c'est vraiment l'épaisseur du trait, c'est un sujet. Donc dans ce contexte, on va regarder ensemble ce que nous ont dit les Lozériens sur les questions de santé. Et d'abord, une question générale posée aux habitants de la Lozère sur la confiance dans le système de santé français. Alors on parle du système en général, et ce qui frappe, on a des résultats massifs. 80% des habitants déclarent avoir confiance dans le système de santé français. C'est très fort, il y a très peu de différences selon les catégories. Vous voyez un peu plus de tout à fait confiance chez les plus jeunes et chez les plus de 50 ans.
c'est intéressant, c'est supérieur à ce qu'on a constaté auprès de l'ensemble des Français. Et là aussi, il y a peut-être une petite exception lozérienne, parce que traditionnellement, on est quand même en ce moment en France dans un contexte de défiance absolue vis-à-vis de tout. Et je crois que les habitants de Lozère, au contraire, sont plutôt dans une logique de crédit, de confiance sur toute une série de sujets. Et là, sur la confiance dans le système de santé français. Mais, pour autant, confiance dans l'absolu, mais quand on essaye de réfléchir dans le temps, c'est-à-dire depuis quelques années, est-ce que le système de santé s'est amélioré ou dégradé? Vous le voyez très clairement. Il y a le constat qui est très majoritaire d'une véritable dégradation, à 65% pour le département de la Lozère. Alors, ce 65%, c'est toujours intéressant dans les enquêtes d'opinion de voir les catégories où on a le sentiment que ça se dégrade le plus. C'est plus chez les femmes que chez les hommes. C'est très bien que les femmes sont plus intéressées que la moyenne par les questions de santé. Ce sont les jeunes, un petit peu, mais ce sont surtout les 35-49 ans. Les catégories actives sont les plus, on va le voir, sur toute une série de sujets inquiets, préoccupés par des questions de santé. C'est exprimé un peu moins à Florac qu'à Mende, mais 65%, c'est majoritaire dans toutes les catégories, 68% dans les territoires ruraux. Ce qui est très intéressant, c'est la comparaison. Quand on demande aux habitants de Lozère et en France, on n'a quasiment pas de différence. Ça paraît un peu moins dégradé en Lozère qu'en France, mais c'est vraiment l'épaisseur du trait. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a tout le discours que vous connaissez, que vous voyez sur le terrain de tout fout le camp, le déclin français, et dans nos enquêtes, la question du déclin se répercute sur deux institutions, l'école et l'hôpital. Entre nous, l'armée est complètement exempte de ce discours en termes de déclin. Et pourquoi on a le sentiment qu'en France, c'est comme en Lozère, c'est même 74% dans un comparatif national, c'est que de plus en plus, l'image qu'ont véhiculé certains médias ou certaines personnes sur bon, la santé, ça se passe très bien dans les métropoles, ça se passe très mal en milieu rural et en France périphérique, ce schéma, cette séparation semble avoir vécu. Il y a des zones, des ruralités, parce qu'il n'y a pas une ruralité où les choses se passent très bien, et il y a au contraire des métropoles. Allez trouver un ophtalmo à Marseille, même un dermato rapidement à Paris. La question de l'accès aux soins, c'est une question qui est devenue maintenant nationale, d'où ce sentiment de dégradation qui touche tout le territoire et pas seulement ce qu'on aurait pu imaginer comme des territoires ruraux, des petits territoires comme la Lozère, petits en nombre d'habitants, pas petits en talent, vous m'avez compris, bien sûr, là-dessus. Alors, ces deux questions introductives faites, quand on s'intéresse maintenant, plus concrètement, au système de santé départemental. Comment juge-t-on aujourd'hui, en juillet dernier, ce système dans le département de la Lozère? On a, vous le voyez, une majorité des habitants qui jugent la situation satisfaisante. Et je m'adresse souvent devant des maires. On n'est pas sur une logique électorale, se dire « Ah, parce que ça dépasse 50%, tout va bien, j'ai envie de dire, passer à autre chose, fermer le banc. » Non, il n'y a que 11% qui jugent les choses tout à fait satisfaisantes. Les 45% qui jugent les choses pas satisfaisantes, bah, ça fait beaucoup de monde dans une logique d'extrapolation. Et surtout, il y a une véritable cartographie de la satisfaction et du mécontentement ou de la non-satisfaction sur le système de santé ici en Lozère. Là aussi, vous le voyez, une différence homme-femme qui est forte et là qui est inversée. Tout à l'heure, les femmes étaient plus nombreuses à parler de dégradation. Là, elles sont moins nombreuses à juger que le système est satisfaisant. Encore une fois, les Lozériens de la France active, c'est-à-dire les 35-49 ans, sont particulièrement sévères. Ils sont quand même, vous le voyez, 33,54, 21 points au-dessous de la moyenne. On a une sorte d'alliance assez originale. Les ouvriers, les retraités sont très nombreux à dire que le système marche bien, mais les professions intermédiaires, les classes moyennes, et on sait très bien qu'il y a une question majeure sur la satisfaction des classes moyennes sur toute une série de sujets, c'est peut-être parenthèse politique ouverte, auprès de ces catégories que se jouera la présidentielle de 2027, la France du travail, la France active, la France des classes moyennes. On n'a pas de différence entre Florac et Mende, en fait c'est 54 à Florac et pas 55. On a
des petites différences, ça se passe moins bien en commune rurale, mais voilà, les principaux clivages sont sociaux et sont des clivages qui sont générationnels. Donc on a ce score de 54% qui est majoritaire et qui est optimisable. Quand on passe thématique par thématique, vous allez voir, c'est nettement plus satisfaisant. On quitte le jugement un peu, si je puis dire, global, pour s'intéresser à différentes thématiques liées à la santé dans le département de la Lozère. Et là, vous voyez, on a des scores plutôt au-dessus de la moyenne. 3/4 de jugements satisfaits pour l'accès aux services de secours, l'accès aux examens médicaux, l'accès aux soins à domicile. Un résultat qui m'a surpris, mais en parlant avec des journalistes et certains d'entre vous, j'ai compris ce qui s'est passé. Je m'attendais à des résultats assez faibles sur l'accès à un hôpital, parce que j'imaginais un territoire avec un faible maillage hospitalier. Ce n'est pas le cas, parce que j'ai compris. Et c'est vrai que ce 65% est plutôt encourageant, même si on a quand même un tiers des Lozériens, notamment les jeunes, notamment les catégories populaires, qui jugent que ce n'est pas satisfaisant. Et puis vous le voyez, pour un kiné 65, les services d'urgence, c'est souvent là que le bas blesse, c'est là où on va le voir, il y a une vraie crainte des Français comme des Lozériens. On a également un jugement majoritairement positif. Par contre, on va regarder, quand on avance dans la hiérarchie, l'accès aux EHPAD, ça paraît intéressant, mais c'est beaucoup moins bon chez les plus de 50 ans, les personnes qui sont concernées, notamment pour leurs parents. L'accès aux soins, au global, oui, une majorité de jugements favorables, mais 38% qui jugent les choses pas satisfaites, notamment les femmes, nos 39-49 ans, les classes moyennes. Du côté de Florac, ça monte à 46%. Je ne sais pas si ça corrobore la réalité du tissu hospitalier ou du tissu médical entre Florac et Mende. Ça monte à 42 en zone rurale. Et puis, vous le voyez, là où les jugements sont négatifs, ou sont plutôt majoritairement négatifs, c'est à peine positif pour l'accès à un médecin généraliste, mais il y a un vrai delta, un vrai décalage entre médecins généralistes et médecins spécialistes. On a 56 et 34, 22 points de décalage. On a 2/3 des Lozériens qui considèrent que l'accès des médecins spécialistes n'est pas satisfaisant. Alors, bien sûr, vous le savez, ce n'est pas une spécificité de la Lozère. On retrouve ça dans toute la France et comme je vous l'ai dit, ça touche également les métropoles et pas seulement les petits territoires. Et puis également, et on me l'a confirmé, l'accès aux soins dentaires. Alors c'est un problème dans énormément de territoires, y compris en Ile-de-France. On a travaillé en Essonne il n'y a pas longtemps, pourtant proche de Paris. La question de l'accès aux soins dentaires était particulièrement et fortement citée. Donc on a un tableau plutôt, j'ai envie de dire, positif, avec des points forts, des bonnes surprises, notamment sur l'hôpital, mais deux éléments de fragilité, les médecins spécialistes, l'accès aux soins et également les soins dentaires. Alors maintenant qu'on a vu ce panorama, on va regarder des choses plus personnelles s'agissant de la santé et du soin, pas juste Frédéric, 30 secondes. Oui. Par rapport à ces chiffres locaux, il y a une correspondance avec les chiffres nationaux sur. Alors, quand oui. on rentre sur, vous savez, les généralistes, machin, sans avoir fait des enquêtes globales aussi précises, bien sûr, la question l'accès à des médecins spécialistes, ça touche absolument tous les territoires, y compris les métropoles. Hein. C'est vraiment l'idée que je vais faire partager. La césure France périphérique, France métropole, c'est absolument fini. L'accès aux généralistes, c'est peut-être là où la Lozère est un peu en dessous de la moyenne par rapport à ce qu'on a vu, mais on a plutôt une bonne surprise, et notamment le bon maillage hospitalier. Mais j'attends vos réactions pour que vous me disiez, mais c'est pas ce que je vois sur le terrain, ou bien c'est ce que j'avais plutôt intuitionné, si je puis dire, sur cette question. Alors, deuxième partie, le rapport personnel à la santé. Bon, je passe vite sur une question descriptive. Est-ce qu'on a un médecin traitant? C'est plutôt satisfaisant. Là aussi, 9 personnes sur 10. J'avais fait une enquête nationale sur la part des Français qui nous disaient moi, j'ai changé de médecin traitant parce qu'il était à la retraite. J'étais à presque 9 ou 10%. Donc je m'attendais à ce qu'on ait plus que ça en Lozère. Bah, ce n'est pas le cas là-dessus. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Qu'est-ce que la question qui se pose s'agissant du comportement personnel en matière de santé? C'est bien sûr les motifs et l'expérience d'une renonciation à des soins. Et là, le chiffre est dur. On a 48% de Lozériens, 1 sur 2, alors c'est pas au cours des 3 dernières années, c'est au cours de leur vie, qui ont déjà renoncé à des soins chez un médecin généraliste, 48%.
Et la hiérarchie est assez intéressante, alors qu'on est très fortement dans une logique de crispation jamais vue sur le pouvoir d'achat. Vous vous rappelez de la première question sur les préoccupations des Français. C'est la question d'obtenir un rendez-vous assez rapidement. Puis l'événement géographique, plus qu'au niveau national, hein, pour obtenir un rendez-vous facilement. Et le coût n'arrive qu'en 3e position, mais c'est un Lozérien sur 2. Et quand on regarde les raisons pour lesquelles on a renoncé chez un médecin généraliste, il y a même un tiers qui ont dit ça m'est arrivé plusieurs fois. Et beaucoup plus que la question du coût. C'est pas une surprise parce qu'on a ça dans d'autres territoires, mais on aurait pu penser à un delta plus fort entre le fait d'obtenir un rendez-vous et la question du coût. Quand on s'intéresse maintenant à la renonciation à des soins chez un médecin spécialiste, là on arrive à une majorité. C'est pas une vraie surprise, c'est à peu près ce qu'on a en France, même un petit peu plus encore. Hein. La Lozère s'en tire, voilà, c'est une surprise de l'étude. On aurait pu croire petit département par la taille. Souvent on a tendance à agglomérer Lozère, Cantal, Creuse, Ariège, Ardèche. On voit que c'est des situations différentes, que la Lozère s'en tire bien, mais quand même, 41 sur 2 n'a pas pu obtenir un rendez-vous dans un délai suffisamment rapide. Un gros tiers parce que c'était éloigné géographiquement de son domicile. Et là aussi, c'est peut-être une manière indirecte de parler du pouvoir d'achat. Ça veut dire prendre sa voiture, ça veut dire payer de l'essence. Hein. Nous, on a travaillé sur la question des distributeurs automatiques de billets. Beaucoup d'habitants de zone rurale nous disent « non, mais le distributeur est tellement loin de chez moi que quand je pars retirer 50 €, en fait j'ai pas retiré 50, j'ai retiré 44 € parce que aller-retour j'ai fait 40 km. Je pense que c'est une question qui se pose chez vous, j'en suis absolument persuadé. Quand on regarde la hiérarchie plus précise, on a quand même 40% à qui il est arrivé plusieurs fois, c'est quand même pas rien dans le pays qu'est la France, à renoncer à des soins parce qu'il n'arrivait pas à obtenir un rendez-vous dans un délai suffisamment rapide. Donc, c'est le gros point faible, si je puis dire, ici. Ce n'est, pour pas avoir fait des études partout, mais on a quand même beaucoup de données à l'IFOP, ce n'est pas une spécificité, même par rapport au national. La Lozère s'en sert plutôt pas trop mal, on est un peu en dessous de la moyenne nationale. Et sur la question des examens médicaux, c'est un petit peu moins, mais 4 sur 10 a déjà renoncé à un examen médical, une radio, une écho, etc. Et là aussi, alors c'est un peu moins la difficulté d'obtenir un rendez-vous, mais toujours cette question de l'éloignement géographique du domicile, de l'enclavement, pose question aux habitants de Lozère. Alors, pour autant, autre dimension, pour autant, et c'est, à mon avis, c'est en lien avec ce 80%, le premier chiffre que je vais vous présenter, d'habitants de Lozère confiants dans leur système de santé. La confiance, elle ne repose pas sur le ministre, je pense. Elle repose, quel qu'il soit, elle repose sur les professionnels de santé. On a des chiffres absolument impressionnants. Est-ce qu'on est satisfait de ces consultations? C'est vraiment du vécu avec une infirmière, un généraliste, un spécialiste. On a des scores qui sont plébiscitaires, 93% pour les soignants, et le score le plus fort, c'est les 51 de tout à fait satisfaits. Le fait qu'on n'est pas du tout satisfaits sont absolument inexistants, et là, ça joue fortement dans ce crédit de confiance dont bénéficient ces différents professionnels. Alors, j'ai encore un peu de temps pour finir cette partie. Bien sûr. Voilà, dernière partie. 6 minutes, c'est bon? Très bien, parfait, 5 minutes. Sur les dispositifs de santé. Là, on va être sur plutôt les questions d'information, des questions d'expérience, et d'abord, quelque chose qui se développe beaucoup. Est-ce qu'on a eu recours à la téléconsultation? On a un score de 14%, qui est un peu en dessous, je pense, de la moyenne nationale. J'étais plutôt sur plus 20-25% auprès de l'ensemble des Français. Donc, on a une population, bien sûr, qui, plus elle est jeune, plus ne voit pas de problème à recourir à la téléconsultation. Un quart des moins de 25 ans, plus chez les catégories intermédiaires, plus chez les nouveaux arrivants. D'ailleurs, entre parenthèses, je n'en ai pas parlé, les nouveaux arrivants, ceux qui sont en Lozère depuis moins de 5 ans, sont systématiquement plus confiants, moins inquiets, renoncent moins à des choix médicaux. Ça montre que le fait de venir en Lozère, c'est pas comme dans certaines banlieues une relégation, c'est un choix positif de venir en Lozère, puisqu'on exprime très peu de mécontentement. Par contre, la limite, c'est que pour l'instant, la question de la confiance, qui est fondamentale en matière de santé, la question de l'efficacité perçue de la téléconsultation est quand même extrêmement challengée, si je puis dire, questionnée. Est-ce que c'est aussi efficace qu'une consultation
physique. Alors la question est dure, mais pas du tout 50%, non d'une manière générale 79%. On a un score très proche de l'ensemble des Français. Clairement, on est dans notre imaginaire hexagonal, avec le pilier qui constitue le médecin généraliste, et on veut le voir, on veut le toucher, on veut être avec lui pour avoir son avis en direct. Deux dernières questions sur la notoriété de dispositifs de santé, et c'est intéressant de voir que la population de Lozère est plutôt bien en connaissance de différents dispositifs, 85% des maisons de santé, les moyens de recours à des moyens de transport exceptionnels, des drones, etc. sont bien connus également. C'est un peu moins bon, mais ça c'est tout à fait normal, c'est tout ce qui concerne l'articulation, la coordination entre les différents acteurs, le parcours de soins. Là ça reste non pas une terre inconnue, mais quelque chose d'un peu moins maîtrisé par les personnes interrogées. Et puis, le niveau d'information sur les différents aspects de prise en charge médicale, là on a également des choses qui sont bien maîtrisées, les numéros d'urgence, le temps d'accès aux services de secours les plus proches de chez vous. Là où on a un élément de progrès, c'est aussi une logique d'articulation, d'altérité entre les acteurs, la prise en charge par les urgences faute de disponibilité d'un médecin généraliste. On a quand même 38% qui sont mal informés. C'est le seul point, si je peux dire, un petit peu plus critique. Voilà donc ce qu'on pouvait dire pour cette enquête. On a quand même, dans un contexte où la santé est le sujet numéro 1 pour les Français avec le pouvoir d'achat et l'éducation, une confiance générale des Lozériens qui tranche avec la défiance nationale, même si on ressent un sentiment, on l'a dit, de forte dégradation. Une satisfaction sur la santé ici telle qu'elle se passe en Lozère, avec une bonne surprise pour la prise en charge hospitalière et des points d'amélioration, mais qui ne sont pas spécifiques à votre département, sur l'accès aux soins dentaires et sur l'accès à des médecins spécialistes. Une renonciation aux soins qui est quand même forte, et on voit que la confiance dans le système repose avant tout sur les professionnels de santé. Je vous remercie. Merci. Ça me permet un petit peu, on va faire 5-10 minutes et puis après j'aimerais bien vous faire parler avec 2-3 personnes là, j'aimerais, parce que derrière il y a des ateliers, des intervenants qui, je suis sûr, il y a des tas de questions à vous poser. Vous avez parlé des spécificités, ça vous l'avez fait, donc le comparatif avec le national. Moi je suis un peu surpris par les trentenaires, l'angoisse, le côté anxiogène des trentenaires. Est-ce qu'il y a une explication? Oui, alors c'est vrai que d'un côté il y a une confiance, il y a une vision assez optimiste du côté des deux extrêmes du spectre générationnel. Peut-être les moins de 25 ans parce qu'ils débutent leur parcours, si je puis dire, et les plus anciens parce qu'ils ont une expérience des questions de santé. Mais cette France active, alors, sans faire de politique, c'est la France où l'électorat Macron et Le Pen a été le plus partagé. C'est cette France inquiète sur la valeur du travail, sur la récompense du travail, très marquée par la question du pouvoir d'achat, voilà, la question du coût de la santé, la question de la renonciation, la question d'un système qui s'effiloche alors qu'il se dégrade est peut-être plus forte chez elle. Ce sont que des hypothèses, hein, on n'a pas fait d'enquête qualitative, ça aurait été parfait, mais c'est un peu ce que je pense qui est au cœur de ce décalage qui est particulièrement fort, vous le dites bien Stéphane, sur les 35-40 ans. Laurent Chiot, tout à l'heure, en ouverture de ces journées, a fait saluer, une fois de plus, je crois, le personnel de l'hôpital ou autre. Il y a aussi ces effets-là, finalement, un centre hospitalier qui tient, et on va voir, il y a Mme de Martineau qui peut-être est là, il y a des acteurs là de terrain, j'aimerais bien qu'ils puissent discuter un petit peu avec vous avant que vous partiez. Il y a des réalités, il y a des choses qui marchent, et donc il faut que, globalement, il y a 3-4% de personnes plus satisfaites qu'ailleurs. Mais c'est ça. Pour moi, c'est la principale surprise. Alors, comme je l'ai dit, je l'ai même dit 2 fois, parce que ça paraît très très important. Il faut sortir d'un regard médiatique, caricatural, qui serait un territoire petit. Ça veut dire que les choses qui n'attirent personne et que les choses vont mal en matière de santé, une métropole, tout va bien. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On le voit que la question voilà, est en Paris, je vous rappelle. Exactement, et puis aller trouver des spécialistes en Seine-et-Marne, à 80 bornes de Paris, si je puis dire, etc. Ou bien dans des banlieues de Lyon, ou bien dans des banlieues marseillaises, tout le monde est dans ce cas. Donc il faut casser ce schéma, et c'est vrai qu'il y a des territoires peut-être modestes en termes de population qui bénéficient de par l'histoire, on va en parler peut-être, d'un maillage hospitalier, d'un maillage territorial. Alors il y a la question des
des spécialistes. Là, vraiment, là, je pense que c'est le sujet, c'est le point noir, je pense, d'après moi, mais qui est commun à tous. Mais en tout cas, il y a une bonne base de départ avec ce système hospitalier. On a quand même 2/3 de personnes satisfaites. J'ai vu passer un sondage d'un de mes confrères, je crois, Ipsos, sur le système hospitalier en général. C'est pas le chiffre que j'ai vu de manière nationale. Dernière question de journaliste, oui. J'ai eu 3 sur 20 au bac en mathématiques, mais il y a un chiffre donc j'ai pas compris, vous avez normal par rapport à ces résultats pitoyables, c'est le 48% de personnes qui renoncent à avoir, donc à pouvoir être suivies ou faire une consultation, et les 9 sur 10 qui ont un médecin généraliste. On est bien d'accord, c'est que quand on descend, d'après ce que j'ai pu comprendre dans les spécialisations, que ça devient de plus en plus dur. Il faut un an pour voir un dermato, il faut les rhumatologues, etc. Et tout, donc voilà. Bah, je pense que dans cette salle, on a tous eu, on a des médecins traitants, mais il arrive de vouloir les voir en urgence et que c'est pas possible, qu'ils sont absents, qu'ils sont débordés. Il y a aussi, et ça montre que tous les sujets se touchent, un rapport au travail qui a complètement changé dans toutes les catégories. La centralité du travail, le médecin de famille peut-être, le modèle héroïque du médecin, je pense au film avec... non, je pense au film sur un médecin de campagne qui comptait passer ça. Les choses ont changé. Donc, le fait d'avoir un médecin généraliste, peut-être au-dessus de la moyenne, ne veut pas dire, parfois, renoncer, notamment la question du coût, la question de l'éloignement géographique, tout ça, je dirais, participe à, de temps en temps, parce que c'est au cours de sa vie, c'est peut-être arrivé une fois, il y a 7 ans, il ne faut pas non plus dramatiser, mais on sait que ce sont des choses qui sont particulièrement prégnantes, et comme je le disais, cette arrivée de la santé en 2019, avant Covid, comme première préoccupation, c'était l'hôpital et les urgences, et c'était l'accès aux soins. J'en ai fini donc avec les 3 questions journalistiques que je vais vous poser. Je vais voir, je sais pas, hein, si vous ne le voulez pas, c'est pas grave. Mais Fleur Théron, par exemple, j'aimerais avoir votre... Elle est là? Elle est là ou pas? Oui. Ma mère, ancienne directrice de Trace, maire de Florac, Trois-Rivières, c'est ça, je n'écorche pas, etc. Et tout. On a eu une belle discussion là-dessus. Qu'est-ce que vous avez pensé de la présentation de ce délit? Je la trouve très intéressante parce que, alors, non pas en tant que professionnel de santé, mais en tant qu'usager, j'ai toujours considéré que, contrairement à ce qu'on entend, ici en Lozère, on est plutôt chanceux. Moi, je prends un seul exemple. Alors, Laurent a parlé effectivement de l'été que nous venons de passer, puisque ici, les urgences ont continué à fonctionner. Mais en dehors de cette période un peu particulière, qui est l'été, eh bien, c'est vrai que l'accueil aux urgences, il est remarquable. Donc, ce qui est dit sur, en tout cas... Alors, est-ce que c'est le maillage de l'hôpital? Parce que quand même, à Florac, il y a un hôpital, mais si en pleine nuit, vous avez un problème, c'est pas là que vous serez pris en charge. Mais néanmoins, la prise en charge sur l'ensemble du département, et particulièrement aux urgences demande, je trouve que c'est remarquable. Alors après, bien sûr, ce qu'on a entendu, bah oui, le non-recours aux soins, alors là, moi je pense que ça mériterait effectivement d'être un peu plus investigué. Ça vous paraît, oui. Oui, parce que l'important c'est quantitatif, mais c'est surtout qualitatif. Quel est le motif principal? Et là, après, en connaissant le motif principal ou les motifs principaux, on peut effectivement intervenir pour essayer d'améliorer les choses. D'accord. Merci pour cette première intervention. J'essaie de voir si les personnes sont là, les intervenants masqués en quelque sorte. Hop, là, je tourne, sans lunettes en plus, parce que moi, il faut que j'aille voir un ophtalmo. Combien de temps pour le temps fait partie des spécialistes, c'est difficile à voir. 3 jours avant. 3 jours avant. Donc, Sylvie Martineau, est-ce qu'elle est là, Sylvie Martineau, la présidente de la commission médicale? Elle n'est pas encore arrivée? Si, non, machin. Madame Minet, la généraliste qui interviendra plus tard, elle est là. Alors, elle a un super parcours, monsieur Madame Minet. Elle est née avant, elle a fait ses études à Montpellier, elle est revenue à Nantes pour exercer en tant que médecin généraliste. Donc voilà, une petite réaction si ça vous ennuie pas, bien sûr. Bonjour, merci. Bravo pour cette présentation, c'est très intéressant. C'est vrai que c'est assez... de voir ces résultats qui sont quand même pertinents parce que nos patients, c'est vrai, disent en Lozère on est mal loti. Souvent on retient, on n'a pas de... Et on a beau leur expliquer, mais en fait c'est pareil, vous vous rendez pas compte, il y a 15 ans on disait ça, mais aujourd'hui on entend les mêmes choses. Et de voir que quand même ce chiffre de 93% avec les soignants, que les consultations se passent bien,
on se dit quand même qu'il y a un investissement local qui fait qu'on a quand même des résultats qui sont pas satisfaisants parce qu'on ne pourra pas se faire la situation aujourd'hui, mais qui sont encourageants quand même. Et je pense que vraiment le fait que notre dimension territoriale est aussi un atout parce que on arrive à s'entraider, à trouver des solutions. Enfin, j'allais dire palliatif, c'est pas palliatif, mais c'est aussi une belle manière d'avancer. Mais après, je trouve que sur des territoires petits comme le nôtre, ça repose sur peu d'écoles. C'est aussi ce qui fait la force et c'est ce qui aussi fait la fragilité. En disant qu'on est peu de professionnels de santé et c'est aussi ça qui. Enfin, la force qui est aussi une faiblesse. Super. On vous retrouvera après, bien sûr, dans un atelier. Juste une question. Vous avez mesuré la popularité potentielle ou pas, je veux dire, de la fameuse mesure d'encadrement d'installation des médecins ou autre? Est-ce que ça, c'est une. Si c'est pas le cas, vous me dites. Est-ce que c'est une mesure qui mettrait le pays à feu et à sang? C'est clair que là, j'ai présenté les résultats de l'enquête. On n'a pas posé cette question, mais j'ai des données nationales. Et moi, ce qui me frappe, c'est le décalage entre une adhésion massive des Français sur le mode oui, il faut encourager, pour ne pas dire obliger les médecins à venir dans des zones démographiquement faibles en termes de professionnels de santé. Et il faut le dire, hein, le regard des médecins, des professionnels de santé qui sont plutôt très vent debout. Il ne faut pas oublier que pendant la réforme des retraites, il y a eu quelques manifestations à Paris et ailleurs, mais j'ai celle de Paris en tête, où un mardi, on a eu presque 40 000 professionnels de santé qui étaient du côté du quartier du Luxembourg, contre la très faible, d'après eux, revalorisation du prix de l'acte chez un médecin généraliste. On est passé de 25 à 26,50 €. Et leur discours, c'est compte tenu des investissements, tout ce qu'ils doivent faire, c'est quelque chose qui est vu comme une aumône. On a, je le dis, c'est pas mon point de vue, c'est ce que je vois dans les enquêtes et une analyse peu médiatique, on a un corps médical qui est plutôt en colère. Qui est plutôt, et donc la question de l'obligation d'une logique de coercition quand il s'agit de professions libérales, a tort ou a raison, mais ça passe très mal. Ce qui a été le cas pour les pharmaciens. Oui. À l'époque, si je ne m'abuse, exactement. Je crois que ça me termine. On est même dans l'excès inverse. C'est même le terreau. Il y a même trop de pharmacie. Il y a oui, ah oui, d'accord. Et donc, oui. Très peu trop pharmacie. Je savais. Si on appuyait du côté de Trois-Rivières, là-bas, ça allait réagir forcément. Mais peut-être qu'on a une vision un peu optimiste, je n'ai pas le mot, mais enfin, j'ai et tout. Et je suis sûr, je sens déjà un peu dans la tête de certains maires qu'il y a peut-être d'autres questions qui doivent dévaler jusqu'à cette scène. Est-ce que, messieurs les élus, vous qui êtes au contact direct de la vraie France, la vraie réalité, la France du quotidien, etc. et tout, vous êtes, cette présentation qu'on vient de vous faire vous surprend, vous met un peu en colère ou pas? Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais j'ai cru entendre, pour travailler très souvent auprès de secrétaires de mairie, par exemple, bref, je veux dire que c'était une des premières choses qu'on venait vous réclamer quand on poussait la porte de vos petites mairies. Pas par talent, bien sûr, mais par la dimension démographique. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'il y a une personne qui veut témoigner sur ce fameux désert médical? Est-ce que ça peut représenter? Laurent, il va falloir que tu m'aides. Tu sais, hein, je compte sur toi chaque année hein, pour poser une question. Monsieur, voilà, après, allez-y, monsieur. Il y a un micro qui vient vers vous. Merci. Je ne suis pas maire, hein, je suis un exposant, je suis responsable de la communauté européenne. J'étais médecin généraliste, et je le suis toujours d'ailleurs. J'exerce de temps en temps en tant que remplaçant, parce que j'ai honte de la situation. J'ai en plus une petite responsabilité ayant participé à la commission de la démographie pendant 4 ans, en tant que vice-président de MG France. Et je pense qu'on a oublié une chose qui est totalement fondamentale et qui est le changement majeur. C'est que nous sommes passés d'une médecine que j'allais dire quasi... le mot me manque, un peu comme les curés et paternaliste, oui, à une prestation de service. Et ce changement-là n'a pas été évalué correctement. Et la conséquence, elle est majeure parce que une des grosses erreurs,
c'est de penser qu'on remplace un médecin par un médecin. Aujourd'hui, on remplace un médecin de 70 ans qui fait 80 heures par 2 ou 3 médecins qui font 35 heures parce qu'ils sont prestataires de services et qui n'ont plus cette vision de la médecine que vous avez certainement beaucoup connue. Moi j'ai commencé, j'avais mon cabinet, mon appart au-dessus, ma femme qui faisait le secrétariat, il n'y avait pas de téléphone portable et tout, hein, c'était comme ça. C'était une occupation à plein temps pour toute la famille, sacerdotale, et on a oublié ça, et on est dans une prestation de service, et je ne sais pas si on a bien évalué les conséquences de ça. Voilà, c'est un... Et là, la honte dont vous parlez, oui, je sais. Je suis ravi d'ailleurs que vous leviez le bras, chère madame, de docteur Minet, etc. et tout, parce que le docteur Minet a des, comment dirais-je, des données qui vont contredire, cher monsieur, avec le respect qu'elle a pour vous, parce que c'est une femme extraordinaire, qui vont contredire votre constat. Vous allez voir. Non, ah, c'est pas ça. Je ne veux pas contredire, mais l'enseignante, elle a fait faculté de médecine, donc j'accompagne aussi les apprenants en médecine, et je peux vous dire qu'on a une génération de médecins généralistes et de futurs médecins généralistes qui ont vraiment une vocation et qui ont un niveau de formation qui excelle, et vraiment, voilà, et qui est vraiment, et des gens qui sont vraiment motivés. Et au final, effectivement, ils ne s'installent pas. C'est vrai, ils ne s'installent pas et on se dit, mais mince, parce que c'est pas attractif. Pourquoi c'est pas attractif? Tout ça pour vous dire que, ok, ça a changé, mais la société a fait aussi que l'exercice a changé. J'ai été invitée dans un colloque il y a 15 jours sur la santé des professionnels de santé, et il disait, je vais trop loin. Ah non, pas du tout, non, c'est intéressant, la santé des professionnels de santé, c'est même essentiel. Et il disait, c'était sur toutes les professions, hein, pas que les professionnels de santé, qu'il y avait trois éléments qui donnaient sens à l'exercice d'une profession. Le premier qui enlevait le sens à une profession, c'était les changements organisationnels permanents. Je pense que les médecins généralistes, on a toujours été, on change les organisations en permanence, on nous dit on fait comme ça, finalement on va faire du micro, mais pas comme ça, on rechange l'accès aux soins. Je pense qu'il y a une différence entre le début de leurs études et le jour où ils vont s'installer, la profession a tellement évolué. Voilà. Le deuxième, c'était la sous-traitance. Alors chez nous, dans la profession de santé, c'est la délégation de tâches, qui est nécessaire, mais parce que le pluriprofessionnel a été mal anticipé à mon avis en amont. Et le dernier point, c'est les objectifs chiffrés d'une profession. Et je pense qu'en médecine générale, on y est particulièrement sujet, avec des objectifs de performance qui aussi empêchent les professionnels de s'installer. Et je pense que tout ça, ça crée aussi une profession de médecin généraliste qui n'est pas la même qu'il y a quelques années où vous décrivez c'est un engagement, c'est ça comme ça. Et je pense que vraiment, c'est pas le problème, ils sont motivés, c'est pas ça. Et puis l'exercice, je pense qu'en nombre d'heures, il y a une étude qui a été faite qui montre que finalement le nombre d'heures passées à travailler en tant que médecin généraliste n'était pas si différent. Le médecin généraliste aujourd'hui, c'était pas comme il y a 30 ans où on rentrait manger chez soi, on se prenait un peu de temps, en mangeant 20 minutes, on est toujours en train de faire des papiers, des dossiers. On travaille peut-être moins, mais comme le reste de la société. Mais je pense que l'engagement et la motivation est resté intact. Et je pense que les choses ont beaucoup changé autour. Merci pour ce témoignage. Frédéric David, je voudrais réagir sur deux points qu'a évoqué le docteur. Déjà, bon, le médecin est un travailleur comme un autre, si je puis dire. Et qu'est-ce qu'on a dans nos enquêtes? Qu'est-ce qui est, je pense que vous le voyez tous sur le terrain, c'est le formidable changement du rapport au travail. Alors moi, je ne supporte pas les discours personne ne peut plus bosser, de mon temps c'était mieux. Le discours nostalgie, âge d'or, Amélie Poulinesque, c'est super, mais ça ne résiste pas toujours aux faits. Moi, j'ai des données d'enquête que je trouve très intéressantes parce qu'elles expliquent tout. En 1990, c'était une enquête IFOP, je crois que c'était pour le Point, je ne travaillais pas à IFOP encore, mais qui demandait, voilà, pour chacun des sujets suivants, est-ce que c'est quelque chose d'important ou pas pour vous? Et il y avait 90% des Français, il y avait l'amitié, l'amour, les amis, l'argent, le travail. Et le travail, on avait un score de 90% de c'est important pour moi. On repose cette question en 2021, on a un chiffre de 86%. On se dit, ben, 90, 86,
c'est la marge d'erreur, on est dans la même tendance. Mais en 90, on avait un score de c'est très important pour moi de 62. En 2021, on avait 27. C'est-à-dire que le travail reste important, mais il est plus central. Il y a toute une série de choses. Voilà, c'était les loisirs, c'était les consommations, le Covid qui n'a rien créé, mais qui a amplifié la tendance. Et par rapport à ce que vous avez dit, docteur, un des leviers pour, je dirais, retrouver une place centrale du travail, pouvoir se projeter positivement, c'est la formation continue, qui est une vraie demande de la part du salariat, je pense également des médecins, et par rapport à laquelle, clairement, nous sommes en retard. Voilà, on n'est pas sur la santé, mais c'est un élément de contexte qui paraît assez important. On est dans un moment de vraie et rapide mutation sur le rapport au travail. Je pense que ce que dit monsieur est juste. Le médecin de famille, bien sûr qu'il en reste, mais celui, oui, qui avait son appartement au-dessus du cabinet, qui comptait pas ça. On a aussi ce cas aujourd'hui, mais clairement les temps ont changé en termes de modèles héroïques et de métiers, parce que c'est métier c'est ça, quand même, on sent une... Bah oui. C'est un métier où, bon, bien sûr, le métier, hein. Exactement. Même chez les sondeurs, j'imagine qu'il y a des problèmes. Sans doute. C'est ça. Laurent Ciot, qui voulait intervenir auparavant pour faire un constat sur la métropole mantoise. Métropole rurale. La grosse ville, comment on dit à Marseille. Métropole rurale. Non, un constat et une question. Un constat, c'est que finalement, on a parlé de l'hôpital Lozère, de son intérêt central, mais ça ressort bien dans l'échantillonnage, où effectivement, ce pôle, pas les RS, mais on va leur faire passer le message aussi, de l'intérêt supérieur. Alors, ils s'en sont sûrement rendus compte, parce que peut-être des fois ils l'oublient un peu, mais au moment du Covid. Avec la période de Covid, ils se sont aperçus de l'intérêt supérieur qu'a joué avec le groupement hospitalier du territoire, l'hôpital Lozère, puisqu'il a servi tout le monde. Parfois dans la difficulté, quand il y avait des problèmes de masques qui manquaient, le matériel, tout ça, en fait l'hôpital Lozère a réparti à tout le monde et donc il a bien servi l'entièreté du département de la Lozère. Ce qui ressort là déjà, c'est plutôt flatteur pour eux. Donc ce matin, je saluais le fait qu'ils ont tenu, donc je le redis cet après-midi parce que c'est important, les services de l'hôpital Lozère ont tenu. Dans la difficulté, il y a des soucis tous les jours, mais il n'y a pas de services qui ont fermé. Et puis ma question, c'était, qu'est-ce qui peut expliquer que les gens de plus de 60 ans, si j'ai bien compris, je ne suis pas concerné, Pas encore. que les gens de plus de 60 ans, ils aient plus confiance que ceux de 35, 49 ou 59. Ça, c'est... Moi aussi, ça m'a surpris. Oui, ben, c'est vrai que traditionnellement, non mais c'est une très bonne question parce qu'on voit que sur ce sujet, on a beau avoir des consensus, ben, il y a des fractures, des clivages générationnels qui ne sont pas énormes mais qu'il faut, je dirais, noter. Ben, traditionnellement, les publics les plus intéressés par les questions de santé, les plus préoccupés, en gros, il y en a deux. Les femmes et les personnes âgées de plus de 65 ans parce que elles ont un parcours de vie, elles se projettent dans le fait qu'elles vont peut-être de plus en plus avoir recours à la médecine, avoir des relations de plus en plus fréquentes avec l'institution santé, et je pense qu'il y a un crédit de confiance. Parce que plus on a recours à ces services, et plus on les connaît, et plus on va être familier. Les 35-49, j'ai essayé d'apporter une hypothèse en termes d'inquiétude, de pessimisme, de projection. La France est un pays où les Français sont pessimistes, mais c'est faux de dire qu'on est les plus pessimistes d'Europe, du monde, etc. On dit parfois, moins en Afghanistan, etc. C'est un pessimisme, pas pour soi, mais un pessimisme de projection. C'est l'idée que ces enfants risquent de vivre moins bien que soi. Au sommet de la santé, voilà. au sens large. Au sens large. C'est pour ça que la question de l'école est si fortement investie. C'est pour ça qu'il y a ce basculement qu'on voit partout, je ne sais pas si c'est le cas en Lozère, des écoles publiques vers des écoles privées, etc. Et je pense que les 35-49 ans sont sur une inquiétude lancinante. Et la santé, l'institution est en difficulté. Et donc peut-être que les craintes, les inquiétudes sortent plus fortement que celles des personnes plus âgées, qui ont plus vécu, qui ont plus de relations avec l'institution de santé, qui vont être peut-être moins inquiètes et plus satisfaites. On fait un métier complètement différent, mais on a peut-être tous les deux une même approche au départ.
il y a une question bête, peut-être le docteur Minet qui sait répondre aux questions bêtes de journalistes, veut dire que je me pose depuis le début. Ok, département de la Lozère, donc 76 000 habitants à peu près, c'est ça? Donc, on va aller, il y a 20 ans, il y a combien d'habitants? Ça ne bouge pas. Stabilité, etc. et tout. Est-ce qu'on a le chiffre? On ne meurt pas. On ne meurt pas en Lozère. Ça, c'est le prochain slogan. Je veux dire, ici, on ne meurt pas. C'est formidable. Est-ce que le docteur, je ne sais pas, quelqu'un ici ou autre, on passe à autre chose, est-ce qu'on a le chiffre de la déperdition du nombre de médecins généralistes? Est-ce qu'on peut dire qu'en 20 ans, on l'a perdu, puisque le chiffre est le même en thermographie, on a perdu 25% de généralistes? Docteur, non. Moi, je viens vers vous, mais moi, je commence à me... Je reste là, je ne vais pas tomber parce qu'il n'y a pas de médecin ici, vous savez. Donc, oui, bah, ces chiffres, bien sûr, on les a. Et vous êtes Monsieur Perrin, bien sûr, le directeur de l'Institut. Enfin, beaucoup de partenaires les ont, ces chiffres. Hein. Donc, c'est suivi pratiquement au trimestre par beaucoup d'agences. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 10 ans, puisque j'ai regardé les chiffres avant de venir, donc il y a 10 ans, il y avait 66 médecins généralistes dans notre département, et là, à ce jour, ils sont 54. Alors bon, après, ça dépend, si on regarde les cabinets secondaires, tout ça, mais voilà, à périmètre constant, on est passé de 66 à 54 en une dizaine d'années, c'est quand même une perte importante. Voilà. Combien? C'est quasiment 20%. 15 à 20%. Alors en revanche, le nombre de médecins spécialistes dans le département, sur la même période, a assez fortement progressé, même si on est sur des tout petits chiffres. Parce que je crois que c'est de mémoire une trentaine. Donc c'est des tout petits chiffres. Et puis vous avez par contre plus 30 infirmières dans le département, plus 20 kinés dans le département sur la période. Donc ça varie beaucoup d'une profession à l'autre. D'accord, très bien. On se garde le reste pour tout à l'heure, parce que bien sûr M. Ferrand sera avec nous. Donc voilà, on a enfin l'étayage en quelque sorte de ça. Donc c'est une perception réelle d'une dégradation, parce que le médecin généraliste, c'est quand même lui qui... Oui, et puis ça explique une partie des chiffres qu'on a eus, stabilité sur les spécialistes, même légère progression, mais comme vous dites, docteur, des petits chiffres, qui fait que oui, ça n'empêche pas des renonciations, et légère baisse pour les généralistes, enfin légère, c'est pas de 66 à 54, ça explique aussi que même si la confiance est là, on a parfois, moins que pour un spécialiste, mais renoncer à aller le voir. Très bien. Je me tourne de nouveau vers le public pour voir s'il y a une autre question qui arrive. Bien sûr, le CIDF, le Centre d'information du droit des femmes et des familles. Du droit des femmes et des familles. Mais c'est pas ce titre-là. Mais on va vous donner même un micro. Mais Jules, Jules a décidé, lui aussi, de faire Cette question, ça se parle directement au CIDF. C'est surtout, la question que je me posais, c'est que sur cette tranche d'âge d'insatisfaction, on sait que maintenant les couples ont des enfants de plus en plus tard. Est-ce que c'est pas la question des enfants qui posent des problèmes à ces couples, voilà, qui ont des enfants et dont le souci, effectivement, c'est de savoir comment on va les soigner quand ils sont malades. Voilà. C'était ça ma question. Oui, mais c'est une bonne hypothèse parce que oui, le pessimisme de projection dont je parlais concerne des gens qui ont des enfants. D'ailleurs, dans beaucoup d'enquêtes, on a des vraies fragilités sur les 40, 50 ans, voire les 50, 64 ans, parce que c'est la génération charnière qui va aider ses enfants financièrement, qui va être aussi aidant ou anticipé. Tout le monde est concerné par sa l'espérance de vie, sa progression des parents, des proches dont il faut s'occuper avec maintenant, compte tenu de la dégradation, de la destruction de l'image des EHPAD. C'est toute une série en fait d'affaires. Quand quelqu'un dit je vais placer mon père ou ma mère en EHPAD, c'est vu comme la punition absolue. Vous avez raison de garder. Mais oui, l'inquiétude est là. L'inquiétude est là psychologique, l'inquiétude est là sur le pouvoir d'achat. C'est des catégories où on épargne moins que les 25-34 ou que les plus âgés. Donc oui, effectivement, c'est une catégorie charnière qui a peut-être statistiquement, pas toujours, plus de difficultés que la moyenne. Surtout en Lozère, la population est dispersée, on a des jeunes qui restent en Lozère avec de jeunes enfants. Ça peut être une préoccupation sur le soin de leurs enfants.
C'était voilà, pas vraiment CIDF. Je trouve très juste la question de cette mesure. Bon, Jules, c'est pas évident de savoir d'où ça va sortir la question. Là, un petit sprint, c'est fait du rugby. Il a l'habitude de partir d'un seul coup, etc. Docteur, monsieur Plérin, je sens que vous avez des choses. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous ne trouvez pas quand même que globalement, on a un débat un peu positif là? Depuis, voilà, ou pas? Tout va bien, finalement? Tout va bien, non, ce serait vraiment exagéré de le dire. Enfin, moi, ce que je retiens de cette étude, c'est qu'on est un peu dans la moyenne française, quoi. Alors qu'on est quand même, sur certains sujets, on n'est pas dans la moyenne française. C'est-à-dire qu'on est un département, on le veut ou non, qui est très enclavé et qui est un peu très représentatif de l'hyper-ruralité. Donc c'est même étonnant qu'on n'ait pas des résultats en termes d'accessibilité du système de soins, ne serait-ce que géographique, pire que ça, quoi. Parce que, en fait, par rapport à beaucoup d'autres départements, le nôtre, pour des raisons géographiques, il est comme ça. Après, j'ai envie de dire que les Lozériens qui sont nés ici, ils le savent. Que le médecin ou l'hôpital, il est loin. Et les gens qui viennent s'installer en Lozère, ils le savent aussi. Ils ne viennent pas s'installer ici par hasard. Et peut-être même qu'ils viennent pour ça aussi. Pour une certaine qualité de vie et qui s'accompagne d'un éloignement par rapport aux grands centres urbains. Moi j'avais une question par rapport aux 10% de gens qui déclarent qu'ils ne peuvent pas se soigner pour des raisons économiques. À cause du coût. Hein, est-ce que vous pouvez nous dire plus précisément qui c'est? Est-ce que ce sont plutôt, je ne sais pas, des jeunes, des familles monoparentales? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Passage normalement. Oui, alors c'est vrai que ce chiffre est faible parce que c'est la force de notre système qui protège. C'est plus partagé par les jeunes femmes que par les hommes, jeunes femmes de moins de 35 ans, les catégories populaires, les ruraux. Mais on n'a pas de. Tout n'est pas concentré dans une catégorie. Très bien. Ce qui est effrayant, en fait, dans les témoignages que les maires n'arrivent pas à faire venir jusqu'ici, etc., c'est que globalement, effectivement, il y a l'accès à la médecine, on essaie de se débrouiller. On verra Mme Matrazik qui est là, la pharmacienne de nom de la commune m'échappe, mais ça va revenir. Au Mont, voilà, avec la téléconsultation, avec une pharmacienne à côté, il y a un médecin qui vient de partir. On se débrouille, on essaie de faire le dos rond en attendant que ça s'améliore. J'ai l'impression que tout ça. Hein? Oui, je pense que sur les questions de santé, les Français sont assez pragmatiques. Et je pense que l'idéologie, ce qui est vu comme des choses imposées d'en haut, ça ne passe pas. Et je pense qu'en Lozère, on n'a pas posé de questions, mais il y a aussi ce pragmatisme. Parce que c'est un territoire plus petit, tout le monde se connaît peut-être plus. Les questions de coordination, d'articulation entre professionnels. Moi j'avais fait, ça me revient maintenant, des conférences citoyennes. C'est une autre manière de faire des sondages. C'est vrai que parfois, il y a une critique qu'on fait sur les sondages que je trouve très juste. On interroge les gens sur des sujets qu'ils ne connaissent pas, qui ne les intéressent pas, et on leur pose des questions. Je pense que là, on ne peut pas dire que ça ne les intéresse pas. Mais quand on fait une conférence citoyenne, on forme des gens sur le sujet, et très souvent, sur la question de l'hôpital, là où les Français qu'on a interrogés, c'était pour un laboratoire, mais qui nous laissait vraiment une liberté totale, c'était une incompréhension, une méconnaissance entre l'articulation entre les différents acteurs, les politiques de coordination. Bah, peut-être qu'ici ça se pose moins qu'ailleurs, c'est l'hypothèse que je fais, compte tenu du territoire. On a des médecins ici, on ne va pas faire une consultation, comme vous savez, aux États-Unis, collective, etc. Et tout, mais il y a quand même des choses aberrantes. Par exemple, je vais juste prendre un cas personnel, mon prochain rendez-vous avec ma dermato, il est en juin 2024. Faites gaffe, c'est pas pendant l'Eurofoot. L'Eurofoot, etc. On s'en fout, je veux dire, globalement. Je veux dire, docteur Minet, est-ce qu'il y a des longueurs comme ça, parfois, qui sont quand même un peu inquiétantes sur le suivi de pathologies un peu plus précises ou autres? Est-ce que vous dites, vous faites des prières le soir en disant pourvu qu'ils tiennent pendant 8 mois, quoi, vos patients? Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce qu'il y a une alternative? Est-ce qu'on va à l'hôpital? Est-ce que voilà? Alors, pour l'instant, on a encore des alternatives. Hein. Vraiment, je pense que le climat professionnel et la coordination fait aussi qu'il y a des drapeaux, des alertes en disant attention, là, c'est. Voilà. Alors, peut-être qu'il pourrait y avoir plus de prévention et de prise en charge un peu plus précoce,
Mais je pense, en tout cas en Lozère, parce que sur cette réserve, on arrive encore à accéder, je pense, assez rapidement quand il y a besoin, aux professionnels. Et notamment, il y a en Lozère des liens ville-hôpital qui sont hyper performants. Et voilà, mais c'est vrai que les délais de rendez-vous, quand on veut prendre comme ça, sont assez longs, effectivement. Et ça repousse, mais parfois les patients me disent « Oh, j'ai pas pris de rendez-vous parce que c'est dans 6 mois. Ouais. Prenez-le et on verra. On va voir comment ça évolue. Peut-être qu'il va falloir se travailler sur l'anticipation. C'est pas terrible, mais c'est un système avec un Avec David, est-ce qu'il y a un classement, merci de me rassurer en même temps, est-ce qu'il y a un classement français des départements les plus optimistes sur ces questions-là et d'autres qui le sont un peu moins? Est-ce que Jérôme parle? Non, sincèrement, il n'y a pas de classement que je rends en tête, parce que pour faire un classement par département, je suis rentré dans la technique et veuillez m'en excuser, il faut des bases de répondants suffisantes département par département, et je fais rarement une enquête auprès de 95 000 personnes, ou même si on en fait des grosses. Mais par contre, moi ce qui me frappe, à chaque année, à la rentrée de septembre, on fait une enquête que l'on fait depuis une trentaine d'années, d'abord pour West France, maintenant pour Sud Radio, sur l'optimisme dans l'avenir des Français, et là on retrouve le pessimisme de projection. C'est quand même une mauvaise nouvelle depuis quand même 2 ans, post-présidentielle 2022, et là, il y a quelques semaines, c'est que jamais le pessimisme a été aussi fort. Alors, quand on interroge les Français, c'est là que je vais venir aux questions de santé, qu'est-ce qui fait que vous êtes pessimiste pour vous et vos enfants? On trouve le pessimisme de projection. Il y a d'abord l'idée que le pays connaît depuis des années une accumulation de chocs, un choc terroriste, on peut oublier comme ça a marqué les Français, puis quand on voit ce qui s'est passé à Saint-Étienne, du Rouvray, des petits départements, il y a eu des choses pas loin d'ici, à Carcassonne, si je ne me trompe pas, ou ailleurs. Voilà, choc Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation, tout ça, je dirais, fragilise. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, il y a cette crainte lancinante que le pays est en déclin, qu'il tombe, que rien ne sera plus comme avant. Et quand les gens donnent des exemples concrets, eh ben, c'est hôpital et santé d'un côté, école de l'autre. Donc les questions de santé sont centrales dans la construction d'un optimisme ou d'une relativisation ou d'un pessimisme. Je ne vais pas faire de la philo de bazar, mais c'est pas un pessimisme un peu de posture, un pessimisme joyeux? Oh, un pessimisme joyeux, on a connu l'identité heureuse du grand Alain Juppé, mais... Non, mais... Ouais, tout à fait, non. Je ne sais pas si c'est un pessimisme joyeux. En tout cas, c'est un pessimisme qui n'est pas pour soi, qui est plutôt pour ses proches. C'est un pessimisme altruiste. Ok, on va dire ça comme ça. Très bien. Est-ce qu'on libère Frédéric Dabi, qui ne se sentait pas prisonnier, passage, ou est-ce qu'il y a encore 2-3 petites questions? Alors il n'est pas venu, on m'a dit hier soir, tu sais tout, il a sorti un bouquin, non, le dernier c'est celui de 2021. Oui, tout à fait, mais il y a un autre qui est en préparation, toujours sur la jeunesse. On peut le teaser ou pas? Non, il faut finir d'écrire. Il faut finir d'écrire, mais pas le thème, même pas. Si, le thème, ça sera sur la jeunesse encore. Ah, la jeunesse, c'est vraiment, c'est le précédent étant en 2021, c'est ça, paru, mais sur la fracture jeune. Oui, exactement. Voilà, etc. Vous pouvez retrouver, eh bien, je regarde les organisateurs. Ah, cher monsieur, prix de roman. Frédéric Dabi est avec nous. Écoutez, c'est simple, il est 15h06, on rend l'antenne à 15h15. C'est ça? À peu près. Donc, vous avez 9 minutes de questions. Oui, bonjour, Michel Tessier, maire de la Bastide. Oui, donc, suite à toutes les questions qui ont été posées, les débats qu'il y en a eu, je vois qu'on n'a pas beaucoup de solutions, en fait, pour trouver des réponses à tous ces résultats qu'on a là. Et moi, je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas intéressant, une fois pour quelqu'un d'autre, interroge la profession médicale, tous les médecins, et leur demander leurs sentiments à eux pour améliorer la situation. Parce que bon, là on peut comprendre le problème par l'envers. Non, c'est vrai que tout le monde a envie d'être mieux soigné. Nous les maires, on a envie d'avoir nos médecins, etc. Au lieu de la difficulté pour trouver des médecins, puisqu'on voit que ce n'est pas forcément une question de patientèle, que ce n'est pas forcément une question de locaux, donc il y a autre chose. Et donc ça serait intéressant d'avoir le sondage auprès de tous les médecins, généralistes, spécialistes, pour voir qu'est-ce qui les intéresserait vraiment dans le cadre d'une nouvelle vie peut-être. Est-ce que c'est les soins? Est-ce que c'est les soins plus la qualité de vie, etc. C'est tout ça qui serait intéressant de voir comme réponse. Alors,
pour répondre, qu'est-ce que c'est qu'un sondage? Qu'il soit publié ou pas. Je rappelle que 2 tiers des sondages ne vont pas l'objet d'une publication. C'est une aide à la décision pour un décideur politique, économique ou un particulier. Une enquête apporte rarement des solutions. Parfois, on teste des mesures. Je parlais des conférences citoyennes qu'on faisait sur l'hôpital. Une fois qu'on l'avait faite, on testait quantitativement dans un sondage les mesures qui sortaient. C'est plutôt sur une logique de constat. Mais là où je vous rejoins complètement, est-ce qu'interroger le grand public suffit? J'ai envie de dire non. C'est vrai que le regard des professionnels de santé, de la médecine de ville, là je donne mon avis personnel, qui je trouve est souvent pas assez écouté. D'ailleurs, une des revendications majeures des généralistes et spécialistes lors du mouvement du printemps, c'était on ne nous écoute pas. On explique que nos frais sont de plus en plus élevés, on ne nous écoute pas. On écoute beaucoup la médecine hospitalière. D'ailleurs, c'est un élément, quand on voit la liste des ministres de la Santé depuis une trentaine d'années, je ne crois pas, mais vous allez me contredire, qu'il y ait eu un médecin de ville. On a plutôt eu des médecins hospitaliers. Ce sera Mme Minet. Voilà, la première ministre de la Santé. Très bien. La promotion de la Lozère et de la santé. Mais au-delà de ça, oui, le constat doit concerner tous les acteurs. Et c'est vrai que c'est après au rôle du politique de trancher. Et c'est vrai que les Français, souvent, n'arrivent pas à percevoir comment les décisions sont prises, comment le cheminement en matière de politique de santé émerge. Vous avez la haute autorité de santé, vous avez le ministère de la Santé, vous avez les directions, vous avez les ARS, je l'oublie sans doute. Qui fait quoi? Et c'est vrai que le qui fait quoi, souvent, laisse les Français assez perplexes. Donc je partage votre point de vue, oui, pourquoi pas, on va citer une très vieille époque, mais en 93, je crois, Charles Pasqua avait consulté tous les policiers français, avec un questionnaire qu'il avait fait faire par l'Institut, je crois que c'était la Sofres. Je change de sujet là, on est dans un moment très compliqué sur les relations police et citoyens, etc. D'un côté la police tue, de l'autre la police est formidable. Bah, est-ce que consulter des gens, c'est déjà considéré? Et je pense que pour les médecins, ça peut être très intéressant. À faire donc une idée peut-être dans le... Voilà. Monsieur, docteur. Une petite réponse à la... Non mais le micro, comme ça donne une amplitude à votre propos. Il y a eu plusieurs sondages faits par le quotidien du médecin notamment. La demande la plus pressante des médecins généralistes installés, c'est de faire de la médecine. Ça veut dire de ne plus faire de l'administratif et de la gestion et de la gestion comptable, etc. etc. C'est de très loin la demande principale. Il faut savoir que selon les cabinets, le temps administratif peut atteindre 20%. 20% de temps administratif qui n'est pas consacré aux patients, c'est un gros problème. Et donc la demande principale... Vous faisiez comment, vous, docteur, avant Pardon. Vous faisiez comment? Il n'y avait pas de traces de ce que vous faisiez? Alors, il y avait des feuilles de sécu là. Le temps administratif, le temps administratif, c'est l'ensemble des documents, alors qui sont arrêts de travail, qui sont feuilles de soins, qui sont déclarations pour des maladies. Non, ça existait avant, c'est ça que je veux dire. Pourquoi le traitement du temps administratif était plus court avant et beaucoup plus compliqué aujourd'hui? Il est de plus en plus compliqué aujourd'hui parce qu'il y a de plus en plus de problèmes. Et puis, si vous voulez, il y a de plus en plus de contrôle sur ces processus-là. Voilà. Donc, c'est 20% de temps administratif qui ne sont pas du temps médical, c'est du temps qui est perdu pour le patient, enfin perdu pour en termes de soins. C'est du temps de soins qui est perdu et qui est. Et tous les médecins généralistes, a priori, je crois plus de 70%, se prononcent pour la réduction de ce temps administratif. Ok. Merci pour ce témoignage, plus qu'une question en quelque sorte. Je regarde, je balaye cette grande salle, Georges Frêche, pour voir s'il y a d'autres questions. Et sinon, on ne va pas libérer Frédéric Dabi, mais on va l'applaudir
très fortement pour vous remercier pour son intervention. Et puis, Monsieur le Président, des compléments peut-être demander à l'IFOP sur les médecins, aller sonder d'autres endroits pour avoir une vision plus globale et complète de la santé en Lozère. Merci Frédéric David. Merci infiniment, je tiens vraiment à vous remercier pour votre chaleur que j'ai pu constater lors du cocktail déjeunatoire, comme on dit dans les grandes maisons, et puis non, pour la pertinence de vos questions, et puis pour l'idée faite par le maire de Mende, par Emmanuel Aminal et son équipe, d'avoir peut-être changé le prisme. J'interviens souvent devant des maires dans des départements et on me demande de parler de la politique au national, mais peut-être pas assez de choses aussi concrètes. Et c'est clair que sur la santé, vous avez quand même tapé en plein dans ce qui inquiète, ce qui concerne les gens. Je pense que personne n'a dit non, mais votre sujet, on n'en parle jamais sur le terrain. Ça me paraît absolument impossible, même si il y a l'inflation, il y a des inquiétudes dont j'ai parlé. Merci encore. Merci beaucoup.